Au premier résultat de l'enquête qui a été faite auprès des partenaires sur les projets et les recherches développées dans l'environnement 4 pour 1000 dans le monde. Et on ouvrira ensuite une discussion et je voudrais demander à Muriel Trouillet de venir faire cette présentation. OK ? Un petit pointeur, s'il te plaît. Oui, le petit pointeur. Bien, bonjour à tous. Alors, vous avez certainement reçu de la part du secrétariat exécutif un appel pour répondre à une enquête. Donc, cette enquête a été lancée en mai dernier. Voilà, elle a été lancée en mai dernier avec deux grands objectifs. Mieux connaître les actions des partenaires et les projets de recherche et avoir une meilleure compréhension des motivations et des attentes des partenaires. Bien sûr, c'était les 230 partenaires à ce moment-là, donc membres du forum, et qui ont répondu à hauteur de 25% à peu près. Donc on a eu 58 réponses à la date du 14 juin. Cette enquête est toujours ouverte, donc l'analyse que je vais vous présenter vaut pour la période entre le 12 mai et le 14 juin. Bien sûr, elle pourra être complétée lorsque nous aurons d'autres réponses. Alors, donc dans les grands volets, nous avons bien sûr voulu connaître les actions des partenaires. Nous avons essayé de catégoriser les types de porteurs de projets. Parmi les porteurs de projets, nous retenons qu'il y a une majorité d'organisations de la société civile qui nous ont répondu, qui ont souhaité présenter un projet ou une action. Des institutions de recherche ont également présenté un projet. Alors, institutions de recherche au sens où on entend aussi recherche pure, mais aussi du renforcement de capacité ou de l'enseignement. On retient aussi que assez peu d'autorités, enfin de collectivités ont répondu, mais c'est pas anodin, c'est-à-dire que nous avons encore assez peu de collectivités qui sont impliquées dans l'initiative, et ça montre à quel point ces collectivités, eh bien, on aurait besoin d'aller les chercher. Parmi les partenaires aussi à pouvoir sensibiliser, les collectivités peuvent contribuer. Ensuite, les organisations de producteurs ont assez peu répondu, mais encore une fois, l'enquête est ouverte et ils peuvent répondre encore à cette enquête. Alors, ce qu'on peut retirer de cette première analyse, encore une fois, c'est une première analyse, c'est que les projets qui nous ont été présentés sont répartis de manière assez générale, géographiquement. Donc on a à peu près au moins un projet mentionné sur chaque continent. La plupart des actions présentées étaient au bénéfice direct des agriculteurs. Et on retient dans les principaux objectifs des projets à la fois la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, le soutien à l'agriculture familiale et à l'agriculture traditionnelle. On a également le développement de l'agriculture biologique et la promotion de la gestion durable des terres. Donc on demandait également de nous citer les pratiques qui étaient concernées par les projets, donc les pratiques agricoles qui étaient présentées dans ces projets. Alors c'est assez varié.
Celle qu'on voit le plus apparaître dans les projets, c'est l'agroforesterie ou le reboisement, mais on trouve un panel quand même exhaustif allant de la diversification des cultures, la couverture permanente des sols, la mise en place de haies, donc beaucoup de pratiques qui sont promues. Les partenaires qui répondaient à cette enquête avaient une deuxième série de questions qui leur étaient proposées pour des projets plus spécifiquement de recherche. Alors, parmi ces réponses, nous avions des projets de recherche pure à hauteur de 30%, et puis des projets de renforcement de capacité à hauteur de 27%. Effectivement, et puis bien sûr, vous voyez tout ce qui était des projets qui n'étaient pas dans cette catégorie-là, dans cette deuxième série de questions. Les projets de formation sont assez peu représentés. Donc là encore, il y a encore une marge de manœuvre possible. Lorsque on posait la question au sujet des porteurs de projets, plus spécifiquement de recherche, on leur demandait sur quel pilier du programme de recherche 4 pour 1000, sur quel axe de recherche ils se situaient. Et une majeure partie des réponses concerne le développement de pratiques adaptées aux conditions locales ensuite, on voit un équilibre assez important sur les autres piliers. Mais bien sûr, l'estimation du potentiel et la définition de conditions de succès sont également abordées par ces projets. Alors bien sûr, les institutions de recherche, les grandes institutions de recherche qui ont des programmes n'ont pas vraiment pu répondre à ce questionnaire, à cette première enquête, parce qu'il était difficile de mentionner tous les projets qu'ils ont dans leur portefeuille. C'est la même chose pour des banques de développement. Cette enquête ne se prêtait pas forcément à analyser des programmes. Alors, il y avait également une série de questions obligatoires, c'est-à-dire que les partenaires devaient nous présenter quelles étaient leurs motivations, quelles étaient leurs perceptions pour eux des finalités de 4 pour 1000 et quelles étaient également leurs attentes en tant que partenaires. Alors, dans les finalités qu'ils voient pour l'initiative 4 pour 1000, par ordre décroissant, on a effectivement le fait de contribuer à l'amélioration des connaissances et de partager les connaissances et les expériences. Ensuite, on a bien sûr le fait de développer la recherche sur 4 pour 1000. Et enfin, d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques. Et là, on voit un fort intérêt également dans le contexte d'élaboration et de mise en œuvre des contributions nationales climat. Et alors, bon, j'ai signalé quand même qu'un des partenaires nous avait dit que pour lui, l'initiative 4 pour 1000 devait représenter les agriculteurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était ressorti des ateliers de Marrakech, comme quoi les agriculteurs devaient être au centre de l'initiative. Sur leurs attentes en tant que partenaires, eh bien, on a à peu près 3 catégories d'attentes. Des attentes en matière de financement. Alors, soit trouver des opportunités pour avoir des financements pour de la recherche, mais également des opportunités de financement de projets. Également, faire partie d'un réseau. Ce volet réseau est très important, avec des attentes pour interagir avec d'autres chercheurs, interagir avec d'autres porteurs de projets, et puis créer des partenariats. Et enfin, bien sûr, on retrouve une attente importante en matière de partage de connaissances.
Donc en cela, bien sûr, c'est une première analyse. Elle est bien sûr incomplète. Il faudra la compléter avec d'autres questions. Peut-être des questions qui nous permettent d'établir des statistiques, mais également aussi des questions qui laissent de la place à l'expression des partenaires. Donc c'était déjà le cas, mais là il faudrait qu'on puisse aller plus loin. On voit très bien qu'il y aurait un intérêt à ce qu'on développe un questionnaire spécifique pour les organismes de recherche et également un questionnaire qui puisse s'adresser à d'autres initiatives et à des institutions financières. Alors, vous verrez aujourd'hui un complément à cette enquête intéressant, c'est la session poster qui sera présentée donc dans le hall, qui est organisée par Agrignum et qui sera également présentée à Bonn et mise en valeur sur le site internet et qui continuera à être alimentée. Cela nous permet de mieux connaître vos actions, les actions aussi des partenaires qui ne sont pas membres. Mais on voit déjà dans cette première série de résultats d'enquête que l'initiative 4 pour 1000 et les choses qui sont en place, enfin qui sont en cours de préparation et qui étaient prévues par la feuille de route adoptée à Marrakech, eh bien, peuvent apporter des réponses. D'une part, l'élaboration de la plateforme collaborative dont vous parlera Paul demain. Également le projet de coopération scientifique CIRCASA, dont on va vous parler également dans le cadre de cette réunion du consortium. Et puis également tout le travail qui est fait sur les indicateurs et les critères d'évaluation des projets, parce que là, ça nous permettra vraiment de regarder les projets à l'aune des objectifs de 4 pour 1000. Et donc là également, cela vous sera présenté aujourd'hui. Donc voilà pour une première enquête, elle est toujours ouverte. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à y répondre et puis à motiver aussi d'autres partenaires pour y répondre et améliorer ainsi notre connaissance de vos actions. Je vous remercie. Merci. Merci. Et je pense que pour Bonn, il faut que l'enquête se poursuive et qu'elle aille au maximum de ses possibilités pour que, lors de la COP 23 à Bonn, on ait encore beaucoup plus d'informations. Donc il faut peut-être se fixer comme objectif sur cette enquête le mois d'octobre-novembre pour Bonn et avoir quand même une source statistique plus importante. Et ça devra faire l'objet d'ailleurs d'une présentation à Bonn. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, juste indiquer qu'effectivement, comme l'a indiqué Muriel, on s'est rendu compte à l'usage, c'est toujours en marchant qu'on apprend à marcher en quelque sorte, que effectivement ce questionnaire était assez directif et s'orientait surtout vers des partenaires monoprojets. Or en fait, il faut absolument qu'on fasse un 4e volet de cette enquête pour que des partenaires comme le CGIAR, on l'a vu, la FAO et d'autres partenaires multilatéraux puissent bien évidemment nous envoyer des documents avec une liste de projets qui ont un lien direct, plus ou moins important, ça c'est pas forcément uniquement des projets 4 pour 1000, mais bien évidemment plus ou moins un lien direct avec l'initiative. Donc on va y travailler, on va essayer de mettre en place cette enquête complémentaire au plus vite, sachant que l'autre restera ouverte. Et surtout, j'insiste sur le fait que si vous avez des problèmes techniques, parce que ça a été le cas, surtout au début, pour passer à la deuxième partie, on posait la question, avez-vous un projet sur lequel vous souhaitez communiquer ? Et la personne répondait oui, et elle n'avait finalement pas accès à la deuxième partie du questionnaire qui était la plus intéressante. Donc ça nous a tous frustrés. Et donc, il y a eu des partenaires qui ont eu la gentillesse de répondre 3 fois à l'enquête pour arriver à avoir une enquête complète
de notre côté. Donc, désolé, Survey Monkey est très intéressant et très pratique pour ce genre de choses, mais de temps en temps, ça bug comme toute chose. Donc voilà, merci de votre patience. Merci à ceux qui n'auront pas encore répondu à l'enquête. Comme l'a souligné Muriel, on a 248 partenaires aujourd'hui. On a quand même envoyé le lien de l'enquête à 452 contacts au sein de ces partenaires. Et la moitié, parce que ça c'est bien, ça avait manqué, on peut voir qui a ouvert, qui n'a pas ouvert. La moitié ont ouvert le lien, d'autres l'ont pas ouvert. Donc voilà, il y a encore la moitié des partenaires à convaincre d'ouvrir et de remplir. Bien évidemment, il suffit qu'une personne parmi les 3 ou 4 contacts au sein d'un même partenaire remplisse l'enquête. Tout le monde n'a pas besoin de la remplir, ça va de soi. Donc on n'attend pas 452 réponses. Déjà, si on en avait 100, ça serait déjà une très très bonne chose. Voilà, en tous les cas, je souhaitais, à travers la prise de parole maintenant, remercier tous ceux qui ont d'ores et déjà répondu à cette enquête et encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire très prochainement en vue, comme l'a dit le Président, de présentation de nouveaux résultats à Bonn, avec aussi des posters, bien évidemment, qu'on souhaite développer. L'expérience que vous allez expérimenter tout à l'heure, justement, a pour but d'être multipliée, d'avoir plus d'ampleur encore à Bonn et d'avoir un écho aussi sur notre site internet, dont on vous reparlera aussi demain. Merci. Qui souhaite intervenir? Now, yeah. Oui, bonjour, Sylvain Berton d'AgriSud International, membre aussi du groupe de travail sur les transitions agroécologiques avec AVSF, avec GRET, avec le CARI. Moi, j'ai 2 petites réactions. La première, effectivement, c'est que je pense qu'il faut vraiment insister sur la présence des collectivités territoriales, parce que dans l'application, dans la mise en œuvre, c'est vraiment les territoires qui vont être concernés. Donc après, il faut définir les échelles, effectivement, mais nous, on le voit sur le terrain, on travaille de plus en plus avec les collectivités, et c'est vraiment une entrée importante. Deuxième chose, j'ai vu dans la présentation qu'il y a c'est probablement pas volontaire, mais il y a un cloisonnement dans la recherche. Quand les gens disent on cherche des fonds, il y a un cloisonnement entre recherche et projet, sous-entendu projet de développement. On essaye de promouvoir au maximum un décloisonnement, sortir de ces silos recherche ou développement, pour monter des programmes en fait où on peut vraiment travailler de manière associée. Nous, on a besoin d'un travail scientifique à l'amont, mais aussi pendant la mise en œuvre des activités sur le terrain. Mais ceux qui vont pouvoir promouvoir l'agroécologie, l'agroforesterie, les programmes de lutte contre l'érosion, reforestation et autres, c'est aussi les opérateurs terrain. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des financements qui soient des financements mixtes de recherche et de développement. Très juste. Qui... Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Martinez, je représente le Fonds pour l'environnement mondial. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je voulais simplement indiquer que donc, ce Fonds pour l'environnement mondial, c'est un fonds relativement important qui fournit des dons à hauteur d'environ à peu près $1 milliard par an, qui est réabondé tous les 4 ans. Et qui est l'instrument, le mécanisme financier des conventions de Rio, donc désertification, climat, biodiversité. Donc cette initiative est tout à fait en lien avec ce que nous faisons. En fait, nous y sommes très très intéressés. Et donc, ce qui est important de souligner dans la période actuelle, c'est que nous sommes en pleine phase de renégociation pour le nouveau cycle de 4 ans à venir, 2018-2022. Cette renégociation dure à peu près 1 an. Elle a commencé il y a quelques mois. Il y aura une réunion importante avec les pays donateurs et bénéficiaires à Addis Abeba en octobre, puis une autre en janvier, puis avril, pour enfin aboutir au mois de juin 2018. Et donc, si je me permets d'intervenir, c'est pour souligner que nous avons, dans notre proposition actuelle, qui est en négociation avec les pays membres, 183 pays membres, donc on a besoin dans ce programme, un programme spécifique sur les systèmes alimentaires durables.
donc dans lequel pourrait tout à fait s'inscrire cette initiative. Il est donc important à ce stade, et je suis intéressé de voir les pays membres qui signent, qui adhèrent à l'initiative, et qui sont également des pays bénéficiaires ou contributeurs du FEM. Il est important que ces pays soient conscients que une possibilité est offerte à ce moment-là de pouvoir appuyer cette initiative dans le cadre des négociations qui ont cours dans les réunions qui vont nous conduire jusqu'au mois de juin prochain à l'Assemblée générale du FEM. Donc voilà, c'est important de le dire parce que c'est un moment crucial pour agir, pour soutenir cette initiative. Merci. Non, c'est très important cette intervention. Et il faut effectivement qu'on se mobilise, enfin que tous les pays qui sont partenaires de l'initiative 4 pour 1000 fassent remonter l'idée que dans tout ce débat alimentation, lutte contre le réchauffement climatique, il y a un point de convergence totale entre la matière organique des sols et le carbone qui est stocké. Et ça, vraiment, c'est cette idée-là qui fait d'ailleurs que, en particulier en Afrique, en Tunisie, c'était rappelé que le lien qui a pu être fait et l'adhésion qui a été celle des pays en voie de développement à la COP21, en partie, a été liée au fait que c'était plus simplement de participer à la lutte contre une pollution qui n'était pas d'origine des pays en voie de développement, mais que cette lutte contre la pollution permettait d'améliorer la qualité des sols et donc la productivité et donc la production. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc tous les pays qui sont signataires, il faudra peut-être qu'on ait une petite discussion et puis qu'on puisse se caler parce que c'est très important de le rappeler. Oui. Hi, it's okay if I speak in English? Yeah. Wonderful, très bien. Très bien en plus. It's good. Very good. My French is horrible. So I'm Louise Baker from the UN Convention to Combat Desertification. And I also wanted to add that at our Conference of the Parties later this year, they will be launching a fund that is about the rehabilitation of the land. So it's a public-private fund, and they're looking for good projects to invest in, and one of the things that they will be measuring will be the impact on climate. So there's also an option to look at a public-private fund from later on this year. Thank you. Okay. Thank you very much to be here. So we have to discuss. Yeah. Another question? Yeah? Oui, Monsieur Souzana. Merci, Monsieur le Président. Jean-François Soussana, INRA, et membre du comité scientifique et technique de l'initiative 4 pour 1000. Je voulais indiquer que lors de notre réunion de ce comité hier, nous pensions qu'il serait aussi utile pour l'initiative de faire un bilan de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment en ce qui concerne justement le stockage de carbone dans le sol ou la réhabilitation des sols, puisque nous voyons qu'il y a de nombreuses initiatives, et en avoir une bonne connaissance nous semblerait assez stratégique pour le 4 pour 1000. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être fait en amont de bonne, si le temps le permet. Oui, je pense qu'on discutait tout à l'heure avec M. Hubert. Il y a évidemment plein d'initiatives qui se développent partout. Le vrai sujet, c'est que, et je le disais tout à l'heure, c'est comment on arrive, selon les écosystèmes, à définir des critères, des indicateurs et aussi des itinéraires qui permettent de stocker, d'améliorer les sols et d'améliorer la productivité. Donc ça mérite, et c'est pour ça que l'enquête que vous avez commencée, bon, elle est assez fragile au sens où elle n'a pas de base statistique suffisante. On a bien compris qu'il fallait faire un quatrième volet. Dans ce volet, il faudrait y intégrer, c'est ça qu'il faut faire, tout ce qui commence à se faire et qui pratique le stockage de carbone sans forcément le savoir, mais il suffit d'aller stimuler un peu ceux qui le font pour qu'on puisse comprendre qu'il se passe des choses. Je prends tout ce qui se passe dans tous les pays du monde sur les techniques de conservation des sols par des agriculteurs qui eux-mêmes commencent à s'intéresser aux résultats qu'ils ont, eux, en termes de potentiel de stockage de carbone. Mais c'est eux qui le font. Bon, donc il faut être capable, dans ce quatrième volet, et je pense que
pour Bonn, ça serait important, de faire un recensement partout, tout ce qui va pouvoir être fait. Il faudrait se focaliser là-dessus, sur toutes ces initiatives qui fleurissent, à la fois par les agriculteurs, les collectivités locales, quelquefois les États, mais enfin ça on l'a à peu près, et puis dans les différents pays, pour savoir exactement recenser, intégrer, et puis peut-être faire comprendre qu'il se passe déjà des choses qui peuvent très vite nous intéresser scientifiquement, pour voir les premiers résultats des potentiels de stockage. Parce qu'on reste quand même sur... Aujourd'hui, je le dis, je ne suis pas un scientifique qui ait suffisamment travaillé sur ce sujet, même si je pense qu'on est flou sur le potentiel. Parce qu'on est flou sur les premiers résultats qu'on peut avoir. Donc le recensement de ce qui se passe, ça doit nous permettre de clarifier à la fois ce qu'on peut déjà stocker et les potentialités de stockage qu'on a. Voilà, c'est ça que je pense. Donc cette enquête-là, elle est très importante. Il faut la poursuivre, il faut la poursuivre, il faut la poursuivre, et y rajouter ce que disait M. Sousana et ce qu'on vient de dire sur qu'est-ce qui remonte aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut retenir d'intéressant dans ce domaine. Sans oublier, puisque ça a été dit et rappelé, que les agriculteurs, ils sont eux-mêmes très intéressés à être des acteurs. Ils sont souvent accusés de polluer. On doit, avec le 4 pour 1000, leur offrir la possibilité de montrer qu'ils vont être des acteurs clés de la décarbonation de l'atmosphère actuelle. Ça, je pense que c'est très important, ne serait-ce que pour leur place politique, leur place de citoyen et la valeur qu'on donne à leur métier pour l'avenir. Allez-y. Et en anglais, si vous voulez. Non. J'avais prévu de le faire en français, mais je peux le faire en anglais si vous préférez. Oui, ça va changer. Okay. So I think this survey would be also, it would be interesting to enlarge the survey not only to the members of the initiative, but also to the people in the field, in the farms, because I've seen only 9% of farmers answered the initiative, and maybe also because they are not all members of the initiative. And I think we need to know what they want to do, what they already do, and what we can do more. And to have this information, we need to have their feedback. And as far as I know, this survey was sent only to the member and the partners of the initiative, and maybe we should enlarge the public. And also maybe the private bodies that have interest in putting organic matter in the soil, because they also have, this is also a way to have a concrete action. And there also are only 9% of the people answering this survey. So I think we should not underestimate the action of both the farmers and the private bodies. And you are? Laure Thévenin-Metzger, Ritmo Agro-Environnement. D'accord, thank you. D'autres interventions? Paul, peut-être tu veux? Oui. Just would like to react on that one. The thing is that the first purpose of this survey was to know a little bit the objective of the partner to join the initiative. So, of course, on that aspect also we are a little bit light due to the number of answers we receive. But it's true that we need also to have the word from the farmers, what they think, what they are doing. This is maybe not the major aim of this survey, but that will be a possibility that they will have to be part of the collaborative platform that will be presented tomorrow. This is a very ambitious project that we have. Hopefully this will work in few months now, few weeks, few months, I don't know exactly. No, I'm not talking in years now already. And the success of this will depend on the way they will react and use the tool. And this is true for farmers, but not only for farmers, for all the categories of members and partners. And we will create a new category, which will be the friends of the initiative for 4,000, because we consider that not only the structure can be a friend, but also individuals. And so we will open that in the platform and the website. So all of this will be presented to you tomorrow, but it's just to have a first answer to your question. Qui veut intervenir? I want to.
Yeah. Thank you very much once again. I think I agree with many people talking about the value of the tool and the survey, and I think it's something that is going to be very valuable in terms of value addition of 4 per thousand, and very much linking into application. And this is the point, as others have said. I think we need to take it further, that there is a strong presence in the survey that relates to application, that relates to some of the things you have actually mentioned there in terms of enabling environment. And therefore, the involvement of practitioners is going to be very, very useful. And in Africa, in NEPAD agents, actually, we can collaborate on that to get continuously a lot more input from the practitioners. And in fact, looking at the various initiatives in Africa on agriculture and climate change, and as we know, 4 per thousand comes as one of the very critical elements in many of these initiatives, many of which NEPAD is involved in. What I wanted to ask a question this time is that in the survey, in terms of the questions and in terms of the information coming in, can we get something that relates to precisely what is working and the reason for that in the context of how do we understand better and more what is working so that we can scale up? The objective being that we move from pilots, from small successes in the corners here and there, but getting to critical mass, getting to more sustained at scale. And that is, in fact, many times the question we are being asked as NEPAD is not about small successes here and there, but how do you get it to critical mass, to sustained level of application and the practice. Thank you. Yes, thank you for that comment. It's not really a question, it's a comment, and it's welcome, because you're right. There are so many small successes at the level of the farmers, and that they remain a small success because there is no scaling up of those. And that will be also part of the work of the collaborative platform. But I understand also that it will be sometime for small farmers, they don't have access to internet or to computers, and they don't have access to the facility to show the other that they have some success with some practices. And we need to find this relay also between the field and the information of the system. But we would like to have, through our newsletter, when we will be able to have a newsletter also, to find out the small successes, to broadcast that success, and hence find the good environment for the scaling up of this success at the level of the field. So definitely this is a very important question, and I know that CGR is working a lot also on that, and FAO also. So we would like to work with those big partners also to be able to find a small success, identify those people, and then if it proves that it works, then come with partners to scale up those success. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Gérard Grasse, secrétaire général de l'APAD, Association française d'agriculteurs en agriculture de conservation. Je me permets de parler aussi en partie pour un réseau mondial qui s'appelle Global Conservation Agriculture Network, dont Madame Marie-Béatrice Giraudot, ici présente, qui vient d'Argentine, peut parler encore mieux que moi. En fait, quand on parle de développement agricole et de choses qui existent sur le terrain, c'est le fait que beaucoup d'innovations existent partout. Même nous, on en découvre des inconnus, y compris sur notre propre territoire. La question, c'est l'organisation. Vous avez besoin, et pour les gens qui s'occupent de politique publique, les citoyens, les représentants de la société civile, de même que les chercheurs, ont besoin de représentants pour ces mouvements-là. Pour ces mouvements, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de s'organiser. Nous avons eu la chance en France d'avoir le stimuli de l'agroécologie porté par M. Le Foll, des GI2E, des groupements d'intérêt économique et écologique. Ce genre d'organisation, il suffit de donner l'idée, de le montrer à des agriculteurs, ils le voient.
les leaders, ils sont capables de s'emparer de ça et de créer un mouvement. Et actuellement, il est en marche. Il est en marche dans beaucoup de pays du monde, y compris. Je te confirme, non, en marche. Ne les sous-estimez pas. Il ne faut pas les sous-estimer. Alors par contre, ce dont ces gens-là ont besoin, et nous pouvons en témoigner, c'est un peu notre spécialité de faire du développement, de passer des petits éléments individuels à un mouvement capable d'entraîner les autres, ceux qui bougent plus lentement. Pour ça, le besoin, c'est de faciliter l'organisation. Pour ça, il faut que dans des programmes comme le 4 pour 1000, cette notion de développement porté du terrain, le bottom-up, par les agriculteurs, soit reconnue en tant que tel, et en tant que process dans lequel les personnes légitimes à en parler, en tant que spécialistes, sont des faiseurs, les gens qui font ce développement. Les chercheurs, tous les gens, vous avez beaucoup de capacités, pas celle-là. C'est très spécifique et ça vient des agriculteurs qui sont capables de le faire. Donc ceux-là, ils ont besoin d'être reconnus en tant que tels, mais en tant qu'organisation. Et c'est pour ça qu'ils sont présents et qu'ils s'inscrivent. Simplement, il faut leur laisser peut-être la place dans les comités d'organisation, dans le steering committee, dans les comités stratégiques, d'égal à égal, avec respect. Et en principe, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ils ne demandent pas forcément d'argent. Bon, c'est encore mieux quand on peut les aider. Mais souvent, par exemple, dans des conférences comme ça, ils viennent à leurs propres frais. Donc voilà, c'est un mouvement qui n'attend qu'à être développé, mais bon, la porte est ouverte. Juste un point, je connais bien la PAD et son organisation internationale. Il faut que vous avez une responsabilité des si bonnes de nous faire remonter, pas tout, mais par catégorie spécifique de réussite, ce que vous avez vous-même en stock, si je puis dire, ou dans votre fichier, là. Hein. Donc il faut que, pour Bonn, à ce titre de la PAD et de la conservation à l'échelle internationale, il y ait une liste qui se soit faite d'expérimentations de terrain, classées selon les types de conservation qu'elles concernent. Et ça permet effectivement d'avoir ensuite une capacité d'abord à avoir des données, et à partir de ces données, de pouvoir avoir des stratégies de diffusion plus larges. Donc là, pour Bonn, il faut que vous ayez remonté les catégories les plus significatives de ce que vous savez être aujourd'hui des projets qui fonctionnent sur le terrain. Et il y en a plein. Je disais tout à l'heure à Paul en venant que j'étais appelé hier pour aller parrainer un GI2E là, de 35 000 hectares sur zone humide, stockage de carbone, prairie. 35 000 hectares. Enfin, en France, hein, alors en Argentine, c'est peut-être... c'est déjà à peu près conséquent, mais pour un pays comme la France, c'est une volonté vraiment de travailler à des échelles importantes. Y a-t-il d'autres questions? Yes? Oui? Bonne? Merci. Just an additional idea from the Federal Ministry of Food and Agriculture in Germany. We had as the main outcome of the survey the motivation of sharing of knowledge and experiences. And then we asked for expectations, and we had the same. So it was networking and change of experience. And it came to a moment that we had the same discussion during the SABSA negotiations on international UNFCCC level. So one of the outcomes is, how can we share knowledge? How can we collect knowledge? How can we summarize knowledge? How can we communicate knowledge? And as you said, we need categories. Maybe we should work on the categories and indicators like we heard. How can we put it into some cupboards, like where to put which projects in? But one thing I want to mention is that before we think about projects, maybe we have to collect too what kind of processes and other initiatives are ongoing. So before we're setting up a new platform, we have to collect what platforms, and that is maybe another collection we have to do, is what platforms already exist. I know we have a lot of platforms within this initiative already. Maybe one of them is the perfect one we can found on the new platform. Could be before setting up a new one. And then we can find categories, and then we find maybe the first 2 or 3 ones we focus most on, where we can bring in our funding so that we can not just spread it all over, so to focus on things. And this is our task, from my point of view, is to find out what are the most things we should focus on. Yeah. Maybe founding on existing platforms. Not saying that at the end maybe we come to the point that we say we need to set up something new,
but maybe we can found on those which already exist, and that we need another collection, not just of the projects and not just us, the farmers. Maybe and that is research being done, literature research being done, what platforms already exist. It's true. Oui. Good morning. My name is Luis Urriza. I am the Secretary of Agriculture of the Ministry of Agroindustria in Argentina. And my question is also about existing platforms and about FAO, and the GSP, the Global Soil Partnership. There was a meeting last week in Rome, and they are developing a soil carbon mapping in over the world. In Argentina, we are helping with this initiative. And my question is if you are thinking about any formal connection between initiatives like this. Thank you for this question. Just to merge the two questions and try to answer both. Of course, we don't want, as we said in French, we don't want to reinvent the wheel. I mean, the wheel exists. We are not going to make a square wheel. Don't worry. We will use the tools that already exist. Of course, the first work to be done is the inventory of what is already existing and how we can connect. So we are conducting this work at the moment, and we would like to have our platform would like to be connected to the other. We don't want to do another one if one exists already. But we participate to several conferences, and it seems that the category of platform that we wish to build seems to be missing at the moment in the landscape. So we will start modest. Don't worry, we will not spend millions of euros that we don't have anyway. We will start very modestly and open a small platform and make it growing and interconnected to all that already exist. And to reassure you, we are working with the FAO. Eduardo Manso is here, and I'm very appreciative that he take the time to come to see us, and he will make a presentation later on. It was my first visit as Executive Secretary of the initiative. I went to the FAO and we discussed together what could be the collaboration between the initiative and GSP. We don't want to take the place of GSP. GSP is doing just so important and wonderful work all over the world that we need to build on that and work with them, of course. We're not going to duplicate that. We don't have the means and we don't have the ambition. They have their own agenda and we have our own agenda. We need to work together. But as a start of collaboration also, ITPS, which is also the scientific component of the GSP, and his chair, Mr. Luca Montanarella, is a permanent guest of the Scientific and Technical Committee of the initiative. So he's also here today, and he spent the whole day yesterday with us. And so doing that, very simple things, we are going to work together and be sure that we will not misuse €1 to make a double thing that already exists. We will look for the other one and work together. Oui. Oui. Donc moi, ce que je voulais dire, effectivement, que bon, cette enquête, c'est un début. Évidemment, il faut qu'elle soit complétée. Et en particulier, je pense qu'il y a un effort particulier à faire, à la fois vis-à-vis des collectivités territoriales, ça a été dit, mais aussi des organisations de producteurs, parce qu'il faut qu'on ait des remontées, effectivement, des projets qui se font, de ce qui marche et de ce qui peut être mutualisé et diffusé. Et je pense que d'ici, ce qu'on pourrait se fixer comme objectif, c'est que d'ici la prochaine, donc la COP 23 à Bonn, c'est avoir donc une enquête qui soit beaucoup plus exhaustive, enfin qui soit enrichie par rapport à ce qu'elle est actuellement, plus le travail qui est mené donc sur les indicateurs, ça nous permettrait peut-être d'envisager donc au niveau du consortium une contribution en fait pour après communiquer et diffuser
Donc 4 pour 1000, notamment vis-à-vis des bailleurs. On a eu une offre de service donc, qui nous a été faite par le Fonds Vert, par l'UNCCD. Je pense que c'est important, effectivement, que cette initiative se fasse connaître vis-à-vis de ces bailleurs de fonds, d'autant qu'effectivement, là, ça interviendrait au bon moment, puisque vous êtes dans la réflexion sur tout ce qui tourne autour, en fait, des systèmes alimentaires durables, et le 4 pour 1000 peut contribuer à ça. Oui, merci. Oui, bien sûr. Mais je pense que Bonn doit être un moment où on va pouvoir à la fois assurer les interconnexions, créer une plateforme et avoir une première évaluation de ce qui se passe. L'Argentine. Hello. Hello. Pilu Geraudo from the Ministry of Agroindustry in Argentina. And only for highlight how important is to have the farmers organizations in this table, because perhaps 4 per thousand is the first initiative that is going to allow us to have a real result for climate change and food security. So to achieve that result and that success, we need to be together, policymakers, scientists, and farmers all together, working together, and having all the experience all around the world. Thank you very much. Thank you.